Je vais lui demander s'il en sait. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la finalisation du projet de certification. Donc, comment faire la démonstration du projet de certification et structurer son organisation. Donc, aujourd'hui, nous en sommes au webinaire numéro 3. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas vu les numéros 1 et les numéros 2. Donc, ils sont accessibles sur le site de Webikeo. Donc, les replays sont accessibles, ainsi que les supports de présentation qui sont associés aux deux précédents webinaires, donc le numéro 1 et le numéro 2. De même pour ce webinaire-ci, le numéro 3, on vous mettra également le support de présentation disponible sur la plateforme Webikeo. Donc aujourd'hui, nous allons interroger Michael Charby, qui est directeur de la certification professionnelle de France Compétences, sur les questions de finalisation du projet de certification. Donc, je suis Valérie Éloin, consultante senior à Centre Info, et je serai accompagnée en interne aujourd'hui par Alice Villajuste, qui va être modératrice de vos questions. À propos des questions, donc, vous pouvez utiliser évidemment le chat qui est à disposition, et nous vous remercions de bien vouloir poser les questions que vous souhaitez poser, plutôt après que nous ayons traité la séquence concernée. Parce qu'on va, Michael et moi, vous apporter un certain nombre de réponses déjà. Et donc, il est bien de centrer bien vos questions sur les séquences. On va avoir 3 séquences. Donc, la première séquence va porter sur prouver l'opportunité d'un projet de certification. Donc, notamment, justifier sa valeur d'usage. Ensuite, on aura une série de questions-réponses qui sera gérée par ma collègue Alice Villajuste, qui est également consultante senior à Centre Info. Ensuite, on aura une deuxième partie qui portera sur formaliser le règlement de la certification et la démarche qualité, puis à nouveau des questions. Et enfin, organiser le jury de certification et intégrer le retour d'expérience et à nouveau une série de questions. Donc, pour démarrer ce programme, une petite introduction évidemment pour ceux qui n'ont pas suivi les webinaires numéro 1 et numéro 2. Donc, pour ceux qui nous rejoignent dans ce numéro 3, il faut savoir que la certification professionnelle, c'est certifier des personnes. Donc, il s'agit d'un processus de vérification d'une maîtrise professionnelle par une personne, par un candidat à la certification. La certification, c'est donc une vérification de la maîtrise professionnelle d'une personne à travers l'évaluation de ses compétences. Et ces compétences professionnelles vont être évaluées par un jury. Et donc, on reviendra aujourd'hui sur la notion de jury notamment. Au niveau de la compétence, France Compétences, en juin 2019, a défini la notion en disant qu'il s'agit d'une mobilisation de manière pertinente de ses ressources. Par exemple, ses savoir-faire techniques, ses savoir-faire relationnels et des ressources de son environnement dans des situations diverses pour exercer une activité professionnelle en fonction d'objectifs à finalité professionnelle à atteindre. Donc, il ne s'agit pas d'évaluer les connaissances ou les savoir-faire, mais bien la réalisation, la mise en œuvre de la compétence. Au niveau du champ de la certification professionnelle, il ne doit pas être confondu avec celui de la formation. Donc, au niveau de la formation, on est sur le domaine du parcours, c'est-à-dire comment j'acquiers un certain nombre de savoir-faire et autres aptitudes nécessaires à la mise en œuvre de compétences que je vais évaluer dans le cadre de la certification. Donc, pour résumer, une certification professionnelle n'est pas une formation. Quand on fait de l'évaluation formative, tout au long de la formation, on aide le participant à savoir où il en est de son processus d'apprentissage, mais ce n'est pas à confondre avec l'évaluation dite sommative, qui est certifiante et qui va venir valider des compétences mises en œuvre. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même objet non plus. Enfin, il y a 2 périmètres en France de certification. Celui du répertoire national qui va
enregistrer les certifications qui sont sur un périmètre métier, c'est-à-dire dont les certifications attestent l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier entier, complet, alors que pour le répertoire spécifique, donc, qui enregistre des habilitations et des certifications, on va être sur un périmètre de type compétences uniques ou groupe de compétences homogènes, par exemple gestion de projet, ou par exemple contrôler la coulée de l'aluminium avec le logiciel Hub6. Donc, deux répertoires distincts et deux périmètres vraiment différents, l'un métier entier, l'autre groupe de compétences homogènes. Aujourd'hui, les organismes porteurs de projets, ceux qui souhaitent donc demander l'enregistrement d'une certification à l'un des deux répertoires nationaux, que ce soit le RNCP, répertoire national, ou le répertoire spécifique, vont devoir en amont connaître les attendus de France Compétences en matière de preuve de l'opportunité de la certification, ou de son renouvellement d'ailleurs, et aussi en matière de valeur d'usage de la certification et de la qualité du processus de certification et du certificateur. Donc nous allons interroger Michael Charby sur ce qu'il faut savoir pour compléter une ingénierie de certification impeccable qui a été vue en webinaire numéro 2 avec des preuves conformes aux attendus de France Compétences à la fois pour le RNCP et pour le répertoire spécifique. Donc Michael, on va traiter de prouver l'opportunité d'un projet de certification, donc justifier sa valeur d'usage, notamment via le suivi des titulaires. Donc, première question, comment est-ce que je vais démontrer l'opportunité d'une certification? Est-ce que c'est nécessaire à la fois pour un enregistrement et pour le renouvellement? Comment on va démontrer l'opportunité de la création d'une certification pour le RNCP? Et comment le prouver pour le répertoire spécifique? Et pour le répertoire spécifique, y a-t-il une différence entre les certifications transversales et les certifications complémentaires à un métier? Alors, bonjour à tous. Sur un premier enregistrement ou un renouvellement, c'est vrai qu'il y a un écart dans la démonstration qui se situe dans le fait que vous avez fait vivre votre certification durant une durée d'enregistrement. Et donc, nécessairement, il y a certains aspects, même si c'est les mêmes critères, qui vont porter, et on reviendra dessus aussi sur les autres parties, sur le deuxième point du webinaire, sur la manière dont les attendus du dossier, dont les engagements du dossier ont été mis en œuvre. Et est-ce qu'il y a des écarts, pas d'écarts? Est-ce que les points d'attention, les points de faiblesse, parfois qu'on avait pu identifier, ou que, pour le coup, en général plutôt l'ex-CNCP avait pu identifier, est-ce que ces points ont été traités, résolus? Et donc, mais globalement, on est sur une approche qui est la même. La petite nuance aussi, c'est sur la VAE, puisque forcément, sur de la VAE, tant que vous n'êtes pas enregistré au RNCP, c'est pas juridiquement et stricto sensu de la VAE qui peut être mise en place, puisque il faut que la certification soit enregistrée au RNCP pour que la VAE soit mise en œuvre. Quand on va être sur un renouvellement, on va regarder concrètement s'il y a des titulaires et si la VAE a été mise en œuvre concrètement comme une voie d'accès efficiente et opérationnelle. Donc, sur le RNCP stricto sensu, on a, comme on avait dit sur le précédent webinaire, on avait regardé ensemble comment à travers la construction de la certification et des 3 référentiels associés, on répondait à l'attente du besoin économique et social du marché du travail. Et donc, l'autre élément, au-delà de cette démonstration à travers le référentiel en lui-même, ça va être de cette démonstration, ça va être le suivi des titulaires. C'est-à-dire que le suivi des titulaires pour le RNCP va permettre d'être un peu le juge de paix, même si parfois il peut y avoir des difficultés, même de notre côté, à interpréter certaines données. Est-ce qu'on les considère comme satisfaisantes ou pas satisfaisantes? De l'efficacité et de l'adéquation entre le contenu de la certification et les besoins du marché du travail. Et donc, c'est un élément qui est central. C'est un élément qui nécessite d'avoir un bon suivi
des titulaires, c'est-à-dire que il faut anticiper ça le plus tôt possible, hein, c'est-à-dire que il faut pas revenir 2 ans ou 3 ans après l'acquisition du projet de certification sans avoir prévenu les titulaires qui pouvaient être amenés à être interrogés sur leur devenir professionnel. Il faut intégrer ça d'entrée, y compris au sein du cursus, en leur indiquant que ça sera des éléments qui, notamment du point de vue du RGPD, qui seront mobilisés. Et donc, premier aspect, il faut que ce suivi de l'insertion soit représentatif, c'est-à-dire qu'on ait un taux de retour qui permette d'avoir une vision suffisante du devenir professionnel des titulaires. Donc, il faut pas que le taux de retour du suivi d'insertion soit trop faible, et d'autant plus si on est sur des flux faibles en termes de certifiés, puisque là, pour le coup, ça réduit la valeur statistique de la mesure de l'insertion. Et la mesure de l'insertion, c'est pas d'ailleurs au sens forcément dispositif d'accès à l'emploi. Ça peut être aussi l'évolution de carrière, la progression, l'évolution de poste, la promotion sociale. C'est pas forcément uniquement sous l'angle de l'aspect accès à l'emploi. Et donc, il y a cette insertion au sens global, mais il y a surtout, et ça va être ça l'élément moteur et central de l'analyse, l'insertion au sens, est-ce que ça correspond aux emplois qui ont été ciblés dans la certification? Et est-ce que ça va correspondre au niveau de responsabilité aussi, au niveau d'autonomie, au niveau de complexité technique qui est affiché ou pas? Et donc, on peut avoir une certification qui va être efficace en termes d'insertion globale sur le marché du travail, mais qui va montrer un impact en termes d'accès aux emplois spécifiés qui va pas être satisfaisant. Je prends un exemple simple. J'ai une certification de comptable. Si les postes de sortie sont majoritairement à 6 mois, puis à 2 ans, des postes d'aide comptable, forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'ambition de la certification qui ne répond pas bien aux besoins, aux compétences du marché. Donc, après, avec différentes explications, mais en tout cas, la démonstration ne sera pas là. Donc, ça, c'est vraiment un élément important. Et donc, c'est pour ça que le législateur a fixé le principe de l'analyse de 2 promotions. Donc, c'est une condition de recevabilité. Il faut 2 promotions annuelles. Il n'y a pas d'obligation de volume de candidats, de titulaires, pardon, mais il faut que ces 2 promotions soient là, ainsi que le suivi de leur insertion à 6 mois. Pardon, Michael. Est-ce que c'est intéressant aussi de procurer à France Compétences une étude d'opportunité sur le métier que l'on vise? Alors, c'est toujours utile parce que ça nous permet nous aussi de situer un peu où est-ce que se positionne la certification dans l'environnement métier, dans l'environnement de la filière. Si vous mettez en valeur à travers une note d'opportunité que quelque part qu'il y a des opportunités de développement en termes d'emploi dans une filière ou dans un métier, si le résultat d'insertion est moyen, on va voir qu'il y a des éléments prospectifs qui nous permettent peut-être d'être plus rassurés pour l'avenir. À l'inverse, si c'est un métier en tension et que le résultat d'insertion est moyen, ça sera problématique. Donc, tout ce qui peut éclairer la présentation du dossier et la présentation de son opportunité et de la manière dont le dossier cherche à répondre aux besoins en compétences, c'est un élément qui sera regardé et qui sera regardé attentivement. D'autant plus que je tiens aussi à le dire, l'analyse de l'insertion du suivi des titulaires est l'indicateur central, mais ça, comme tout indicateur, c'est un indicateur. C'est-à-dire que il va être interprété dans un contexte. Comme je vous l'ai dit, la tension, plus ou moins grande tension en recrutement. Est-ce que, par exemple, j'ai une mauvaise insertion sur le métier identifié ou une moyenne, on va dire, mais par contre, ça s'insère bien sur des postes à responsabilité équivalente, mais avec des intitulés ou des périmètres un peu différents et dans la même filière. Bon, là, d'un seul coup, ça va beaucoup nuancer le résultat. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir des taux qui semblent élevés, mais qui vont pas nous paraître satisfaisants. Et à l'inverse, on peut avoir des taux moyens, mais qui en fait produisent des effets en termes d'insertion
qui correspondent aux ambitions d'une certification du même niveau de qualification et dans la même filière. Et là, d'un seul coup, on va beaucoup nuancer notre avis. Donc, voilà, chaque dossier va être examiné. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur de référence. Et chaque dossier va être expliqué dans son contexte. Et donc, de ce point de vue-là, tout élément qui peut nous éclairer dans notre vision du certificateur à travers son projet sera des éléments qui aideront à la compréhension. Et pour le répertoire spécifique, parce que je vois que le temps file très vite. Oui. Alors, pour le répertoire spécifique, je vais être très très rapide parce qu'on en a parlé sur les webinaires précédents. On est sur là par contre la note d'opportunité. Comme là il n'y a pas de suivi de cohorte puisque c'est logique. Hein, on n'a pas un impact en termes d'insertion lié au répertoire spécifique. Ou s'il y en a un, il n'est pas forcément simple à évaluer et à corréler puisqu'on est sur des certifications qui couvrent pas le périmètre d'un métier. Donc, c'est pas ça qu'on doit mesurer. Donc, pas de suivi de cohorte. Ça simplifie aussi et ça peut fluidifier aussi le dépôt. Par contre, dans ce cas-là, le point qu'évoquait Valérie, qui a été demandé sur l'opportunité, va devenir beaucoup plus central. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin, là, par contre, systématiquement, d'une note d'opportunité étayée qui va nous montrer la manière dont le certificateur pense répondre à un besoin en compétences du marché du travail. Et c'est aussi la valeur d'usage, c'est-à-dire non pas le suivi de titulaire, mais concrètement, du point de vue des entités utilisatrices, la satisfaction ou non qui a été constatée du dispositif. Puisqu'on a besoin quand même de faire vivre un petit peu un dispositif avant de le présenter à France Compétences. Même si c'est quelques mois, c'est des éléments importants. Et nous, on va regarder le retour d'expérience des entreprises, des usagers, à travers de la certification. Donc voilà la démonstration qui est plutôt attendue sur le répertoire spécifique, qui est moins exigeante, mais qui est malgré tout présent. Et si on est sur un renouvellement, c'est-à-dire si on est sur des éléments liés à l'ex-inventaire, parce que là c'est des situations comme celle-ci, des retours d'expérience sur le nombre de personnes qui ont été formées, sur des enquêtes, pas forcément des enquêtes d'insertion, mais des éléments sur le devenir un peu ou l'utilité qui a pu être rencontrée pour les utilisateurs et les titulaires. Ça peut être des éléments qui peuvent être intéressants, mais qui sont pas obligatoires, mais qui peuvent venir compléter utilement un dossier. Au niveau de la valeur d'usage, donc on a vu que la preuve pour le répertoire national, c'était à travers le suivi de promotion. Et il faut qu'il soit particulièrement précis, il faut qu'il soit particulièrement complet aussi par rapport aux titulaires de la certification. Pour le répertoire spécifique, ça va être de ce fait des retours du marché du travail. Vous parliez des retours de l'étude auprès des titulaires pour voir si ça a eu un impact sur leur employabilité, sur leur évolution ou sur leur performance. Au niveau du répertoire spécifique, on peut aussi avoir des preuves de valeur qui sont fournies par les organismes ou entreprises qui utilisent ou qui emploient les personnes certifiées, n'est-ce pas? Oui, c'est d'ailleurs même en général plutôt la meilleure des preuves parce que ça donne quand même un recul par rapport au titulaire lui-même, parce que c'est pas simple d'évaluer les impacts qu'a pu avoir une certification sur son évolution de carrière. Par contre, quelque part, le demandeur en compétences qu'est l'entreprise, ça nuance un peu parce qu'il y a aussi les indépendants, il y a différents cas de figure, mais je suis une entreprise, j'ai formé et fait certifier des personnes au répertoire spécifique dans le cadre de mon plan de développement des entreprises. Ça m'a été utile et voilà l'impact que j'ai pu mesurer. Ça, c'est la meilleure des preuves de la valeur d'usage. Hein. Il y en a. Donc, mais bon, après, des fois, on peut avoir des dossiers où c'est pas forcément simple d'apporter cette valeur-là, mais c'est sûr que quand il y a ces éléments-là qui sont apportés, ça c'est relativement peu contredit. Par contre, toujours faire attention, c'est la valeur d'usage de la certification. C'est pas il est très bien, on travaille très bien avec eux, la pédagogie est bonne, c'est pas ça qu'on demande. C'est pas que c'est pas important, mais c'est pas ça qu'on demande en tout cas à travers la procédure d'enregistrement répertoire spécifique. Oui, c'est plutôt quel est l'impact de la certification sur l'activité
de l'employeur, c'est-à-dire est-ce qu'il a fait des gains de productivité, est-ce qu'il a eu moins de conflits, est-ce qu'il a pu développer une activité qu'il ne développait pas avant, ou est-ce qu'il a pu augmenter la qualité de service qu'il propose. Ouais. Tout impact de nature économique ou sociale au sein de l'entreprise peut être mesuré, qui peut être mesuré et démontré, et bien entendu utile dans la démonstration de la valeur d'une certification au répertoire spécifique. Merci. Donc, nous allons passer à une première série de questions qui va être gérée par Alicia Lajus. Et donc, je lui laisse la parole pour qu'elle vous les pose. Tu vas commencer. Oui, bonjour à tous. Alors, donc, quelques questions auxquelles déjà ont répondu la direction certification de France Compétences. Merci. Je reprends les principales par rapport au sujet abordé qui peuvent intéresser tout le monde. Comment fait-on quand les titulaires refusent de répondre aux enquêtes ou à une partie de l'enquête, avec notamment la partie financière qui pose souvent problème? France Compétences rappelle on peut rappeler que les données sont confidentielles et ne seront pas diffusées. Oui. D'autre part, quelles sont les questions qui sont à poser pour le suivi de l'insertion dans le cadre d'une certification? Et donc là, il y a un lien dans le chat qui permet d'accéder aux listes de questions type que demande France Compétences, ainsi que le doc requis qui est donc mis à disposition des porteurs de projets certifiants pour pouvoir justement en un tableau synthétiser les données qui sont attendues. Une question aussi sur quels sont les instruments, donc celle-ci peut-être vous pouvez, Mickaël Charby, répondre. Quels sont les instruments à disposition des instructeurs pour mesurer l'insertion professionnelle et les niveaux de salaire? Alors, donc c'est vrai que sur l'exhaustivité des données, on a conscience que c'est pas simple à obtenir, hein, c'est-à-dire, et c'est vrai que la rémunération est une des données qui est les moins simples. On demande pas forcément l'exhaustivité, mais bien entendu, quand on voit à peu près quels sont les taux de retour normaux qu'on est censé avoir, à travers le fait qu'on voit qu'on instruit 800 dossiers RNCP par an ou 900. Donc, s'il y a zéro retour sur les rémunérations, c'est sûr que ça va pas. Bon, par contre, on sait bien que on va plus facilement savoir qu'une personne est en emploi que connaître sa rémunération, et on sait que le taux de réponse va être plus fort sur cette dimension-là. Donc, bien sûr, on prend ça en considération. Sur les instruments, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on regarde les études, les données de l'APEC, de Pôle emploi, des observatoires sur tout simplement les niveaux de rémunération des débutants, le taux de CDI, le statut cadre, un ensemble d'éléments qui vont nous permettre d'apprécier la dimension qualitative de l'insertion. Et plus le niveau de qualification sera élevé, plus on aura à la fois la prise en compte du fait que, par exemple, quand on est en formation initiale, on ne devient pas directeur en sortie d'études ou 6 mois ou 1 an après. Donc ça, on le sait. Hein. Mais on va regarder quand même qu'on commence bien déjà sur des postes à responsabilité, en tout cas si l'ambition est forte au niveau de la certification. Et à contrario, on va regarder la rémunération va nous donner une indication de la réalité aussi des postes occupés. Mais on va regarder ça secteur par secteur. Bien entendu, par exemple, on sait bien que les rémunérations banque-assurance vont pas être les mêmes que les rémunérations dans le secteur culturel. Donc, ce qui sera considéré comme une rémunération satisfaisante pour un niveau 6 ou un niveau 7 dans le secteur culturel sera bien entendu contextualisé aux rémunérations moyennes du secteur. Et la même chose sur la typologie de contrat, sur le côté pérenne ou pas de l'activité. On va regarder en fonction des modalités d'organisation du travail dans chacun des secteurs. Comme je vous l'ai dit, l'insertion, c'est un indicateur. Et un indicateur, faut l'interpréter. Donc, c'est jamais un chiffre brut. Il n'y a jamais de bon ou de mauvais chiffre. Il y a un chiffre qui s'analyse dans son contexte. D'accord.
Une autre question? Une autre question. Alors, un exemple, un porteur de projet certifiant au RNCP demande s'il est opportun, par exemple, d'enregistrer une certification RNCP pour laquelle les effectifs sont relativement faibles, dans le sens où on a à peu près une dizaine de titulaires par promotion, avec des apprenants, donc des candidats à la certification, je suppose, qui sont pour 50% d'entre eux étrangers. Et les diplômés ensuite sont placés dans le monde entier, donc pas seulement en France. Est-ce que… Alors nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, parce qu'en fait, c'est pas un problème, mais on peut pas l'analyser en tant que tel pour deux raisons. D'abord parce qu'on s'assure de l'adéquation des certifications aux besoins en compétences du marché du travail en France. Donc, de ce point de vue-là, en termes de finalité, on est plutôt sur le marché du travail, hein, indépendamment de nationalité, mais en tout cas, il faut que ce soit un cadre d'exercice dans le cadre du marché du travail en France. Donc, ça va être ni bon ni mauvais, mais on va le sortir de notre analyse. C'est-à-dire, et on va se concentrer sur ceux qui sont uniquement sur le territoire national. Et donc, la difficulté qu'on va avoir sur des petits flux comme ça, c'est pas qu'on va considérer que c'est pas satisfaisant d'avoir des petits flux, mais on va avoir le sujet de est-ce qu'on a des données qui sont suffisamment représentatifs pour se sentir à l'aise, pour dire ça répond aux critères ou pas. Quand j'ai 5 titulaires, c'est un peu compliqué parce que 5 titulaires, il suffit d'un ou deux accidents de vie, c'est difficile d'en déduire une conclusion, une conséquence. Par contre, ça dépend un peu du métier. Si on est sur un métier rare, une compétence rare, on aura par nature des petits flux et donc ça sera quelque part on se contentera de ce qu'on a. Hein. Ça, il n'y a pas de débat autour de ça. Mais on n'a rien contre les petits flux, mais c'est vrai qu'ils nous mettent plus en difficulté dans l'analyse de la réponse aux critères d'insertion professionnelle. Contextualisation, pour chaque instruction de dossier, une contextualisation au regard du métier et de ses caractéristiques et les points que vous soulignez. Une question concernant le renouvellement. Est-ce que dans la situation de renouvellement, le porteur de projet, enfin pas le porteur de projet, mais le certificateur, donc une certification déjà enregistrée, doit rendre compte de l'insertion des promotions précédentes, c'est-à-dire précédant les 2 ans renouvelables. Oui. Alors après, il n'est pas obligé, par exemple, imaginons, il y a eu un enregistrement de 5 ans, il n'est pas obligé forcément de nous donner les plus anciennes. Il faut au moins 2 promotions. Par contre, sur une année de référence, il faut tous les titulaires. C'est-à-dire que, après, pas forcément tous les titulaires au sens, vous n'avez pas forcément eu la réponse, mais il faut qu'on ait la vision du nombre de personnes totales qui, sur une année de référence, l'ont eu. Et clairement, j'ai une étude d'insertion au titre de l'année 2018 avec 50 personnes. Je découvre plus tard, dans l'instruction, que en fait, on en a caché 30 parce qu'il y avait une école qu'on avait oublié de déclarer. Ça, c'est presque un motif de retrait du répertoire. Donc, parce que au titre d'une année d'une référence, on doit avoir la vision complète du périmètre. Mais bien sûr, c'est sur l'année de référence et donc vous n'êtes pas obligé de donner forcément toutes vos promotions. Par contre, il faut respecter un ordre, quoi. C'est-à-dire que c'est pas je prends la 2019 et la 2016. Je prends les plus récentes dont j'ai à ma disposition et les plus anciennes, éventuellement, on peut s'en dispenser. C'est toujours intéressant. Ce qu'on peut faire… Valérie, pardon. Oui, pardon. Oui, non, Valérie va apporter une précision. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement faire un suivi. Quand on est enregistré, par exemple, pour une durée de 5 ans, on peut éventuellement procéder à un suivi glissant, c'est-à-dire qu'on suit jusqu'à leur insertion et l'atteinte de la cible professionnelle visée, les premières promotions. Puis, à 2 ans après l'obtention de la certification, on arrête de les suivre et on suit les suivantes. Et comme ça, éventuellement, quand on arrive à son renouvellement, on peut fournir les 5 promotions des 5 années précédentes en les ayant suivies, non pas jusque à la date du renouvellement, mais en glissant, en mode glissant, pendant 2 ans au moins pour vérifier l'atteinte de la cible professionnelle. Non, ça peut être une… Oui, tout à fait. De toute façon… comment dire, quand vous avez le recul historique, c'est toujours plus intéressant. Surtout sur des niveaux 6 et 7, hein, parce que
je reviens sur le sujet majeur et la grande difficulté de l'analyse des insertions au niveau 6 et 7. C'est, surtout quand on est sur des publics jeunes, c'est en combien d'années je deviens manager, directeur. Et donc, c'est sûr que si vous avez, entre guillemets, la chance d'avoir un enregistrement pour 5 ans, vaut mieux prévoir votre suivi glissant pour, dans 5 ans, avoir une insertion à 4 ans, à 3 ans en fonction des promotions. Ça donnera souvent plus d'éléments pour justifier que la cible a été atteinte. Et d'ailleurs, nous, on est plus attentifs à une insertion à 2-3 ans quand elle existe qu'une insertion à 6 mois. Bien sûr. Et elle sera naturellement plus probante. Exactement. C'est-à-dire que ce qui va compter pour nous, et on sait bien que des fois, ça peut être faible à 6 mois, ça arrive. Hein, là, j'ai l'exemple des dossiers qu'on a passés récemment avec du 15 ou 20% d'insertion à 6 mois, sauf qu'on est à 70 à 2 ans. Bah, là, très clairement, c'est pas grave alors ça va quand même un petit peu nous interroger quand même, parce que c'est quand même très bas, 20%, mais ça peut s'entendre, ça dépend du métier, ça dépend là aussi du contexte. Et donc, si on a des données plus… Alors, au-delà de 5 ans, par contre, on considère que le lien de causalité entre l'acquisition de la certification et l'insertion est plus difficile à apporter. Qu'est-ce qui relève de l'acquisition de la certification ou qu'est-ce qui relève du parcours professionnel de la personne? Ça va commencer à devenir un peu plus complexe à analyser. Donc, en général, voilà, un recul sur 5 ans, c'est quand il existe. Hein, c'est pas du tout une obligation, mais ça peut être un élément intéressant. Très bien. Passons maintenant à la formalisation du règlement de certification et de la démarche qualité. Merci Alice, on te retrouve tout à l'heure. Donc, en matière de comment formaliser le règlement de certification et quels sont les attendus de France Compétences en la matière? Alors, tout d'abord, déjà, c'est un nouveau critère. Enfin, c'est un nouveau critère depuis le 1er janvier 2019. C'est quelque chose qui n'était pas regardé avant. Parce que, mais le pouvoir réglementaire a voulu quand même qu'on intègre une dimension de process. C'est-à-dire, et c'est assez important parce que ça vise à aussi considérer que l'enregistrement d'une certification, c'est pas une fin en soi, c'est un début. C'est-à-dire, c'est le début de la vie de la certification, ou en tout cas du renouvellement de sa vie. Et donc, la manière dont ça va être mis en œuvre, la manière dont l'organisme va procédurer, suivre sa certification est un élément qui est tout aussi important que, quelque part, la qualité de l'ingénierie ou le résultat d'une insertion passée. Et donc, il y a une attention qui rejoint, alors c'est pas les mêmes critères que Calliope, mais qui rejoint un petit peu l'état d'esprit de Calliope, c'est-à-dire quand on a un process, il faut l'écrire, hein, c'est le b.a.-ba, et il faut s'assurer de son respect dans ses grandes lignes, et il faut mettre en place des dispositifs de vie et de responsabilité autour de ces process. Et donc, de ce point de vue-là, en tout cas sur du RNCP, il faut forcément un règlement d'examen, c'est le b.a.-ba, il faut qu'il y ait des éléments. Alors, la liste, c'est une liste un peu à la Prévert, hein, vous n'êtes pas obligé forcément de tout y retrouver, mais il y a quand même quelques grands éléments, c'est-à-dire comment je fais, par exemple, si j'ai un responsable de session, c'est bien de le professionnaliser. Si j'ai des jurys, c'est aussi peut-être intéressant aussi de les professionnaliser et déjà de les sensibiliser aux attendus de la certification. Il ne faut pas mettre un jury face à des candidats sans vous assurer que le membre du jury connaît le référentiel. Bon, ça peut arriver, ça. Et donc, c'est l'ensemble des éléments qui vont montrer que au moins les choses sont procédurées. Et en plus, là, c'est le point d'attention quand même pour l'avenir. C'est un critère nouveau, mais ce critère nouveau, il va être regardé à l'occasion du renouvellement. C'est-à-dire que très simplement, ce qui est écrit, il faut que dans les grandes lignes, hein, sûr, il peut y avoir de l'évolution, hein, mais dans les grandes lignes, il va falloir qu'on le retrouve dans la manière dont la certification a été mise en œuvre. Dire « je m'engage à avoir un jury composé de professionnels », c'est bien. Sauf que si après on s'aperçoit dans les procès-verbaux que c'est pas ça qui s'est passé, bon, il peut y avoir des accidents, hein, on n'est pas. Mais il faut que dans l'état d'esprit,
le certificateur considère que ce qui a été marqué est un engagement vis-à-vis de France Compétences et de la commission de la certification professionnelle, et que cet engagement, il a vocation dans ses grandes lignes à être respecté. Et c'est d'autant plus important dans le contexte du développement des réseaux. C'est-à-dire que comme vous le savez, hein, on considère que les réseaux ont vocation à se développer autour de certificateurs parce que il ne faut pas que l'ingénierie de certification soit excluant du marché de la formation pour des organismes de formation qui n'ont pas forcément vocation à être organismes certificateurs. Et donc, le moyen de répondre à ce questionnement-là, c'est bien d'avoir une partie du marché de la formation professionnelle qui fonctionne sur des logiques de partenariat entre un organisme certificateur et des organismes de formation habilités. Et donc, ça, c'est un des grands enjeux de notre point de vue de la réforme. Et d'ailleurs, c'est des modèles qui existent. Hein. Alors, ils existent plus fortement au répertoire spécifique qu'au RNCP. Il y en a au RNCP, mais c'est des réseaux en général de taille plus modeste. Mais on voit que c'est quand même des choses qui existent et qui se développent. Donc ça, c'est un élément positif. Mais à partir du moment où il y a un réseau, il y a une responsabilité du certificateur autour du fonctionnement de ce réseau. Pourquoi ? Parce que quand j'ai un organisme de formation qui prépare ma certification, s'il prépare n'importe comment, entre guillemets, c'est bien que j'ai une maîtrise sur ce sujet-là. Je n'ai pas forcément de faire un contrôle pédagogique, mais au moins, combien de personnes atteignent le résultat. Pourquoi ? Parce que j'ai habilité un organisme, il accède à la plateforme EDOF, il y a des fonds mutualisés qui sont utilisés et que le résultat, c'est 10% des candidats qui sont certifiés derrière, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a eu un mauvais usage des fonds publics. Donc ça, il y a une responsabilité du certificateur autour de ça. De la même manière, si le certificateur confie l'évaluation, l'organisation de l'évaluation à des organismes tiers, il est important qu'il s'assure qu'il y ait une homogénéité dans la manière d'évaluer. C'est-à-dire que alors après, bien sûr, d'une session à l'autre, d'un jury à l'autre, il y a une part d'aléa, de subjectivité du jury, il ne s'agit pas de la nier, mais il faut quand même des attendus qui soient globalement équilibrés et que selon l'organisme qui organise la session ou le jury, on n'ait pas des écarts trop violents et trop importants. Et ensuite, alors ça, c'est le mode de fonctionnement classique d'un réseau. Il faut faire attention quand même à un sujet qui est mineur en termes quantitatifs, mais qui est majeur en termes d'image de notre secteur, c'est celui des fraudes. Même si c'est 1%, 2% des organismes, ces choses-là existent. Et donc, il ne s'agit pas d'être naïf et de se dédouaner de ces choses-là quand on est certificateur. Donc, il y a besoin d'avoir un process aussi de contrôle de ces partenaires, de contrôle dans la confiance. Hein, c'est le partenaire, ça veut dire ce que ça veut dire, partenariat. Mais il faut quand même avoir des dispositifs, surtout si on a un grand réseau, qui permettent de s'assurer que les choses sont mises en œuvre de manière correcte, harmonisée, et que je n'ai pas des faux candidats ou des faux stagiaires. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et juste pour finir, et ce n'est pas un problème si ça arrive. L'essentiel, c'est de le détecter, de le traiter. Voilà. Donc, en matière de certification, le règlement de certification, il va servir de mode d'emploi de comment tout se passe, à la fois pour ses propres jurys et pour les jurys qui sont organisés pour le compte du certificateur par des organismes que le certificateur aurait habilités. Donc, à la fois du point de vue de qui va être responsable de l'organisation de l'épreuve matériellement, jusqu'aux voies de recours, en passant par les modalités de rattrapage, le PV de jury, comment il va être construit, etc. Et donc ça va servir vraiment de colonne vertébrale à la communication auprès des jurys et auprès des partenaires habilités le cas échéant. Ouais, tout à fait. Du point de vue de la démarche qualité maintenant, quels sont les attendus de France Compétences en la matière? Et en fait, il s'avère que la démarche qualité, elle n'est pas explicitement demandée comme pièce complémentaire dans le dossier. Donc, comment est-ce qu'on procède? Alors,
La démarche qualité, quelque part, elle se traduit de ces procédures, c'est-à-dire que de ces documents de process, c'est-à-dire que euh, comment dire, on n'est pas sur du prescriptif, d'autant que c'est quand même un sujet nouveau, euh, mais il faut que les éléments de description des procédures soient contrôlés, suivis en termes de contrôle interne. Voilà, c'est ce que je vous disais sur la logique de plan de contrôle, c'est-à-dire il faut que on puisse s'assurer du beau respect en interne ou en externe des attendus, des documents qui sont indiqués. Nous, de toute façon, le seul engagement qu'on veut, c'est le respect de ce qui nous a été donné. C'est mécanique, hein, c'est pas, on vous demandera pas des choses que vous a pas demandé, mais ce sur quoi vous êtes engagé en termes de procédure, il faut que la substance, que les éléments de substance derrière soient bien respectés. Donc c'est là-dessus où il y a une attention. On a besoin, je pense, c'est peut-être la dernière note de doctrine qui manque vraiment de la commission de la certification sur laquelle il faut qu'on finisse de travailler. Mais on est un peu prudent sur ces sujets-là parce que il s'agit, comment dire, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on pose une doctrine, quand on pose des principes, on s'aperçoit toujours qu'il y a des gens qui ne sont pas dedans et qui forcément, et c'est pas forcément qui faisait mal, mais il faut pas exactement comme c'était écrit, et donc il faut que nous-mêmes on dose sur le fait de guider dans les procédures qualité, sans pour autant remettre en cause des modèles qui tournent peut-être tout à fait et qui vont peut-être interpréter ou surinterpréter certaines dispositions d'une note de doctrine. Donc c'est pour ça qu'il est assez compliqué. Elle est assez compliquée cette note de doctrine à construire. Non pas que ça soit très compliqué de poser les principes et les attendus, mais on a une attention particulière sur les impacts qu'elle pourrait avoir, y compris des effets pervers. Voilà. L'idée, c'est des processus structurés et des processus structurés qui ne soient pas de la bureaucratie non plus. C'est pas, il ne s'agit pas de tomber dans l'excès inverse. Donc, on peut éventuellement donc faire transparaître ce process qualité dans le règlement de certification, qui est donc la pièce précédente. Mais on proposait aussi, donc tel que présenté à l'écran, un certain nombre d'items qui pourraient être traités par une procédure qualité de la certification, qui pourrait être un process interne créé par l'organisme lui-même et qui va l'aider lorsqu'il crée une certification à, par exemple, bien la rendre lisible et visible par le public, notamment dans sa différenciation avec la formation. Quand France Compétences dit quel est le lien vers la certification et qui tombe sur un descriptif de la formation, c'est vrai que l'idée, c'est bien de comprendre qu'on va faire un lien vers une page où il y aura certes la formation, mais qui conduit à la certification et qu'on aura deux présentations distinctes des deux objets. Alors, tout à fait, Valérie, c'est important de distinguer un peu les deux. Mais à la limite, je ne sais pas ce que vous pensez à vous dire, le plus grave, c'est pas quand on voit ça. Le plus grave, c'est quand on voit une formation et on ne voit pas bien le lien avec la certification. C'est ça le plus grave. Et ça arrive. Hein. Ça arrive assez souvent. C'est-à-dire, en gros, entre la présentation pédagogique de la formation qui est censée mener à la certification et la certification elle-même, quand les écarts sont suffisamment importants qu'on se demande si le programme de formation répond bien aux attentes de la certification, c'est en général un gros warning pour nous. Alors après, parfois, c'est simplement un sujet d'actualisation de site, c'est pas forcément un vrai problème derrière, mais en tout cas, ça va être voilà. Je dis souvent, mais la première chose qu'on regarde avant le dossier, c'est le site internet de l'organisme. Il n'y a pas de mystère autour de ça. Et après, bien sûr, des fois, on a des facteurs d'explication, il y a des sites pas à jour, enfin bon. Mais en tout cas, on va toujours voir la communication. Il faut pouvoir présenter la certification, ses principales compétences, à quoi elle sert, à qui elle s'adresse. Je pense que c'est quand même aussi la vocation du certificateur. Et il pourrait être intéressant aussi pour le certificateur, dans sa procédure qualité,
de s'assurer des modalités de conception des certifications, comment je convoque des professionnels aussi dans la conception ou le renouvellement d'une certification, comment je mets en œuvre des process d'évaluation qui sont centrés sur les compétences et je fais par exemple participer un professionnel à mes jurys. Tout ça, ça pourrait faire partie effectivement d'un process que le certificateur s'engage à respecter pour l'ensemble de ses certifications. Ouais. Et de ce que vous dites, Valérie, je pense que ce qu'il faut faire ressortir aussi, c'est qu'on a ce processus, en fait, il a deux piliers assez différents qui se nourrissent l'un l'autre, mais qui est le sujet quelque part de l'actualité, de l'actualisation, de l'amélioration continue de la certification et qui va se traduire au moment d'un renouvellement par la manière dont le certificateur aura fait évoluer sa certification professionnelle. Donc et ça va impacter essentiellement le périmètre et le contenu des référentiels. Et il y a le process qualité au sens mise en œuvre de la certification, et qui là va plus être procédural et qui va avoir en effet plutôt un impact au titre du quatrième critère. Vous le signaliez tout à l'heure, Michael, on a tout ce qui concerne l'assurance qualité pour les partenaires. Vous le signaliez expressément tout à l'heure. Soit vous avez délivré la certification avec d'autres certificateurs, donc en tant que co-certificateur, et là vous devez avoir une procédure d'assurance qualité qui permet d'homogénéiser les pratiques des co-certificateurs et de garantir un peu l'équité devant l'épreuve. Et puis, vous avez un deuxième cas où vous êtes le certificateur et vous habilitez des partenaires, auquel cas, il faut aussi avoir un certain nombre de process qualité concernant ces partenaires habilités, il me semble. Oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le process, on est vraiment très attentif à la bonne identification des partenariats. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas demandé avant, mais on voit bien à travers la situation de la plateforme EDOF qu'il y a besoin de mieux identifier le lien entre le certificateur et les organismes de formation, à la fois pour établir les chaînes de responsabilité, et ensuite, au-delà de ça, aussi pour protéger l'organisme certificateur. C'est-à-dire que un organisme certificateur, il est détenteur d'une propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle, elle doit être protégée. Et donc, on ne peut pas venir se positionner librement sur une certification sans l'autorisation du certificateur. Après, il y a certains certificateurs qui laissent librement former sur la certification. Ça arrive aussi. Hein. C'est quand même assez rare. Mais il faut que la relation soit structurée, un minimum. Il ne s'agit pas forcément toujours d'une convention, mais il faut au moins un document qui montre les relations réciproques entre le certificateur et l'organisme de formation. D'accord. Comme on n'a pas beaucoup de questions, Michael, sur cette partie-là, je vous propose de passer à la question suivante. Donc, comment organiser le jury de certification et comment et pourquoi intégrer le retour d'expérience. Donc, du point de vue de l'organisation des jurys, comme ça, il y a plus de questions sur les jurys, donc on vous les posera juste après. Alors, sur le jury, très, très simplement, il y a deux grands enjeux. Il y a l'enjeu de l'indépendance du jury, c'est-à-dire qu'il faut distinguer l'action de formation de l'évaluation. Et donc, il doit y avoir à travers, mais ce n'est pas le seul élément, mais il doit y avoir à travers la composition du jury quelque chose qui nous permet de nous dire qu'il y a un intervenant extérieur à la formation qui va avoir une distance critique suffisante pour ne plus être dans le processus de formation lui-même, mais dans le processus d'évaluation finale. Et donc ça, c'est un élément qui est important parce que certes, un formateur a une bonne vision de l'acquisition des compétences par les personnes qu'il a formées, mais je pense qu'il faut un recul extérieur et ensuite,
il faut aussi que du point de vue du candidat, il y ait une neutralité aussi du processus d'évaluation. Voilà, quand j'étais sur la politique du titre professionnel du ministère du Travail, j'avais souvent le plus souvent les personnes qui contestaient, c'était les personnes qui avaient eu des problèmes avec leur formateur. Après, des responsabilités qui partaient un peu dans tous les sens, hein, et qui disaient le formateur il a participé à mon évaluation. Donc, et ça, je pense que c'est vraiment important de dire il y a deux choses différentes. Il y a la formation et l'évaluation. Il faut qu'il y ait des formes de séparation entre les deux. Et ça se matérialise quand même pas mal par la composition du jury. Autre élément sur la composition du jury, et donc c'est pour ça qu'on demande systématiquement à ce qu'il y ait au moins 50% du jury qui soit composé de personnes extérieures à la formation elle-même, et si possible même à l'organisme lui-même. C'est la caution professionnelle aussi, en quelque sorte. Voilà. Alors après, il y a une deuxième dimension, qui est la dimension, au-delà de cette indépendance par rapport à l'action formative, il y a le sujet de la composition du jury du point de vue de la proportion de professionnels, qui est déjà un sujet qui est un sujet important, mais qui est déjà un sujet moins tourné vers ce sujet. Enfin, les deux peuvent se rejoindre, mais là, on est sur une problématique qui est aussi celle de la proximité du jury d'évaluation avec les conditions et les situations de travail concrètes et réelles. Et donc, de ce point de vue-là, c'est toujours intéressant d'avoir des professionnels au sein des jurys parce que c'est des personnes qui sont confrontées aux organisations de travail en situation réelle. Et donc, c'est important qu'il y ait une proportion de professionnels au sein des jurys. Mais vous avez vu, c'est deux questions qui sont un peu différentes l'une de l'autre quand même, hein, qui peuvent s'alimenter l'une de l'autre, mais qui sont différentes. On a un sujet de régularité du jury, qui est la régularité, c'est des personnes indépendantes extérieures pour au moins la moitié du jury. Et ensuite, il y a un autre enjeu qui est celui de la professionnalisation, du lien avec le monde professionnel des jurys. Et là, c'est vrai qu'une proportion de professionnels est importante. Mais les deux ne sont pas forcément… on va être en tout cas plus sensible au sujet de l'indépendance du jury professionnel. On peut parfois, en plus, parfois la frontière n'est pas toujours simple, hein. On a des formateurs qui sont d'anciens professionnels et d'anciens professionnels récents. Ça peut aussi avoir… ils peuvent avoir une vision très précise et très claire de la situation de l'entreprise. Donc, en tout cas, il y aura des éléments intéressants s'il y a des éléments de présence des professionnels dans le jury. Et en matière d'épreuves en présence ou à distance, on peut avoir des jurys qui assistent à des épreuves à distance, ça pose pas de souci? Non, ça ne nous pose pas de souci. Alors, en plus, dans le contexte actuel, mais indépendamment de ça, non, ça ne nous pose pas de souci, à condition que ce n'ait pas d'impact majeur sur le bon déroulé de l'examen, avec deux sujets. Le premier sujet, c'est le dispositif de lutte contre la fraude. C'est bête et méchant, mais il faut quand même assurer qu'il y a la bonne personne en face, que la connexion est sécurisée. Enfin bon, donc ça, c'est plus du procédural, hein. De soucis autour de ça. Et en plus, j'aurais tendance à dire, plus vous évaluez des compétences et pas des connaissances, plus de toute façon la fraude, elle est quasiment impossible à établir, hein. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qui est, en fonction de la nature de l'évaluation, est-ce que la modalité d'évaluation à distance est possible ou pas? Et alors, si c'est juste un oral de présentation d'un projet professionnel, bien entendu, ça ne change rien. Bon, s'il s'agit de toucher une machine-outil, vous comprenez que là, d'un seul coup, l'évaluation à distance, elle devient plus compliquée. Et je parle en règle générale, hein. Après, on sait bien actuellement qu'on est obligé de faire avec ce qu'on peut, vu la situation qu'on traverse tous. Mais en temps normal, il faut quand même être attentif. Il y a certaines évaluations qui sont difficiles quand même à faire en distanciel. Mais bon, des fois, on peut être surpris, hein, des outils numériques, des simulations. Enfin, des fois, nous, on n'a pas de préjugés ou de préconçus. On va juste regarder en fonction du dossier ce qu'on trouve. Et quand on parle de traçabilité, c'est bien les PV de jury dont il s'agit avec les signatures de l'ensemble des membres du jury, n'est-ce pas? Voilà, signature en papier ou numérique, mais en tout cas quelque chose qui atteste que le jury s'est bien réuni, qu'il a bien validé la liste des titulaires
Et voilà, il doit toujours y avoir une trace. D'ailleurs, c'est parfois, ça nous arrive des fois d'avoir des dossiers malheureusement où c'est un premier enregistrement et il n'y a pas de PV de jury. Pas de PV de jury, parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait en faire aussi. Je sais, c'est ce qui nous embête beaucoup. Mais en même temps, vous comprenez bien que on est un peu embêté parce que on enregistre une certification, donc on n'enregistre pas une formation. Donc, s'il y a eu une formation qui s'est déroulée, mais qu'on n'a aucune preuve qu'il y a eu des évaluations qui ont été réalisées, et que donc on a identifié les personnes qui validaient les compétences associées, ça pose quand même un sujet de la recevabilité du dossier. Donc, il faut vraiment faire attention. Après, par contre, qu'on s'entende bien, ça peut être des compositions de jury qui ne sont pas forcément celles présentées dans le dossier. Je me présente au RNCP, je prends l'engagement d'avoir un jury composé de 5 personnes. Bon, s'il y a 2 ans, vous aviez un jury avec 2 personnes, dont un formateur, bon, on ne va pas vous tomber dessus, c'est normal. Vous n'étiez pas en situation certifiante, vos compositions de jury ont évolué parce que maintenant vous êtes dans l'enjeu du RNCP, c'est pas du tout un problème. Mais il faut quand même qu'il y ait eu une évaluation, une preuve de l'évaluation. Très bien. Michael, 1 minute pour nous dire comment et pourquoi intégrer le retour d'expérience, parce que je vois que l'heure tourne à grande vitesse, et qu'on puisse prendre encore une ou quelques questions juste avant de se quitter. Ouais. Alors, c'est vrai que ça, c'est un élément qui est vraiment important. C'est un dossier, c'est une photo à un instant T, mais c'est une photo qui s'inscrit dans une dynamique. C'est-à-dire et malheureusement, ça nous arrive souvent d'avoir du mal à voir cette dynamique dans les dossiers pas parce que la dynamique n'est pas là, mais parce qu'elle n'est pas présentée. Le retour d'expérience, c'est un élément central du dossier. C'est-à-dire, on a fait ça a eu tel effet positif, c'est super. On a fait ça, en fait, on s'est aperçu que c'était pas adapté, on a corrigé. La promotion de l'année 2017, c'était pas terrible parce que on avait loupé ça, on a corrigé ça l'année suivante, c'est pour ça que les taux sont améliorés. Parfois, il faut présenter le dossier comme ça. C'est-à-dire que il faut essayer de nous aider à interpréter le dossier et le résultat du dossier. Alors, ça ne signifie pas qu'on suivra le raisonnement, mais forcément, si on ne nous guide pas à travers la lecture et qu'on nous donne des chiffres bruts sans explication du contexte, le contexte, les instructeurs transcompétences, ils vont essayer de le reconstituer. Donc, il faut ne pas hésiter il y a le droit à l'erreur, ça existe dans les dossiers. C'est pas interdit, c'est même plutôt une dynamique positive d'identifier ces erreurs, d'en déduire des actions correctives et de présenter un dossier modifié. Donc, n'hésitez pas à faire ressortir ces éléments-là dans vos dossiers en termes de démonstration. Et après, au-delà de la démonstration au moment où vous enregistrez chez nous, c'est bien entendu, mais ça, ça prend rien, un élément majeur de la qualité de vos dispositifs. C'est-à-dire que il faut forcément que vous faites vivre une formation certifiante, que vous soyez attentif. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, l'insertion des titulaires, c'est pas que pour présenter chez nous. C'est pas ça l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est d'en déduire des actions correctives sur vos contenus et vos objectifs et sur votre lien avec l'entreprise. Donc, le suivi des cohortes, c'est aussi se dire tiens, c'est bizarre, la promotion de cette année, c'est moins bon. Pourquoi? Peut-être rien à voir avec l'organisme, hein. Peut-être ça peut être un facteur complètement exogène, mais enfin, il faut peut-être s'en assurer. Et c'est intéressant que ces éléments-là soient dans la vie, dans le retour d'expérience des formations certifiantes. Quelques questions posées par Alice pour conclure ce webinaire. Oui, alors encore merci à France Compétences qui a précisé vraiment beaucoup de choses dans le chat et donc ce qui fait qu'il y a peu de questions puisque les réponses ont déjà été apportées, notamment concernant la composition du jury, enfin en complément de ce que vous avez pu dire. Et voilà, il y a quelques questions, je pense, auxquelles peut-être vous n'avez pas répondu, notamment un président de jury est-il obligatoire? Est-ce qu'il faut obligatoirement nommer un président de jury? Peut-être quelqu'un qui tranche en cas d'égalité s'il y a un nombre pair. Mais bon, après, pas forcément.
Pas forcément. D'accord. Sauf c'est qu'il y a un jury. Le PV de jury à joindre obligatoirement pour une demande d'enregistrement pour un diplôme, pour une certification RNCP, mais également pour une certification ORS. Vous validez? Pas forcément, parce que s'il n'y a pas de suivi de titulaire, vous n'êtes pas forcément obligé de donner un procès-verbal. Donc, ça peut, mais c'est vraiment pas une obligation du tout au répertoire spécifique. Alors, une dernière question sur la mise en œuvre des jurys par bloc de compétences. Quel est le conseil que vous donneriez pour la mise en œuvre des jurys par bloc versus certification totale, obtention de la certification totale? Alors déjà, le premier principe, c'est qu'il peut y avoir une composition différente. C'est-à-dire, si vous avez un jury de 5 ou 6 personnes sur l'évaluation finale, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément cette ambition-là au niveau d'un bloc. L'essentiel, c'est que vous ayez au moins 2 personnes. Un jury, c'est au moins 2 personnes. Sinon, c'est un évaluateur. Et y compris au niveau du jury du bloc, il y ait au moins une personne extérieure à l'action de formation. Là aussi, pour garantir la dimension certifiante. Donc voilà, c'est important sur les blocs de compétences de bien faire apparaître la dimension certifiante. On est face à des vraies certifications, alors certes avec un périmètre et une ambition plus faible que celle de la certification totale, mais il faut que cette dimension-là soit bien présente. Merci. Ouais. Extérieur à la certification de l'organisme, j'ai vu la question. Dans l'idéal, plutôt à l'organisme quand même. C'est parce que c'est important quand même qu'il y ait une indépendance vis-à-vis de l'action de formation. C'est une bonne manière de faire rentrer des professionnels d'ailleurs. Ça refait le lien. Une dernière question. Oui, ou plutôt un rappel concernant les précisions apportées par la direction certification, donc, et notamment concernant le profil du jury de certification et la nature des informations attendues. Donc, ce qui a été précisé par la direction certification dans le chat, c'est que c'est plutôt des informations concernant le profil, donc la fonction, l'entreprise, le statut des membres du jury, salariés ou employeurs, et non uniquement le nom, prénom, mais plutôt leur statut à responsabilité. Ah oui, non. Il ne faut pas enregistrer des noms. Hein. Voilà, c'est un professionnel de la protection des données. C'est de la donnée personnelle en plus, donc normalement, je n'ai pas à la publier. Donc, oui, non. Et en plus, ce qui peut être intéressant pour l'équilibre devant les candidats, c'est que la composition du jury, on ne mette pas quelque chose de trop flou comme un représentant du certificateur et un représentant du milieu professionnel visé, parce que on peut avoir un salarié qui exerce les compétences visées ou bien un employeur qui emploie les compétences visées. Et peut-être que ça ne serait pas judicieux de mettre une fois un salarié, une fois un employeur. Vaudrait mieux à ce moment-là choisir si on met un salarié qui exerce les compétences visées ou bien un employeur, de façon à avoir une composition à peu près homogène pour l'ensemble des candidats. Disons qu'il faut pas chercher, en tout cas, sauf à ce qu'on en soit une, à être une certification avec un jury paritaire. C'est-à-dire que c'est pas ça qui est demandé. Il est demandé d'avoir des professionnels. Qu'après, c'est des professionnels du secteur. Après, que ça soit des encadrants ou des personnes qui font elles-mêmes le métier, ça, c'est les choix d'organisation qu'il y a derrière. Il faut faire attention aux équilibres, mais bon, c'est en tout cas là, comment dire, là-dessus, je veux pas être trop prescriptif. C'est-à-dire et d'ailleurs c'est toujours notre sujet, c'est-à-dire ne pas être trop prescriptif sur les choses qui sont de la liberté d'appréciation du certificateur. Comme je l'ai dit, on apprécie le contexte. Il faut aussi laisser la liberté au certificateur lui-même d'apprécier le contexte et de se donner certaines libertés sur certains aspects de la construction de ces jurys, de ces évaluations. D'accord. Bien, merci beaucoup, Michael, pour vos précisions. Merci, Alice, pour la gestion de toutes ces questions. Merci. Oui, merci. Pardon, excusez-nous. Donc, merci à Michael, merci à Alice. Merci à Leïla qui nous a aidés de son côté aussi, Leïla Ben Salem, notre collaboratrice. Et merci à Patricia Raoul et Andrea Thomas, qui étaient les 2 instructrices de France Compétences qui ont répondu aux questions du chat. Et donc,
On espère vous retrouver prochainement dans un de nos webinaires dans le futur. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.